vous êtes les bienvenus dans cette édition dont voici les titres. Le plan de travail du gouvernement Yula vient d'être adopté à l'affiche 4 axes pour booster la croissance et le développement. Nous irons à Kamsar où la pêche artisanale est une activité économique importante vu qu'elle produit 50 tonnes de poissons. C'est le grand format de ce soir. Sport, l'AS Kaloum s'est incliné ce soir face au Oroya Athletic Club. Score final 2-0. Bonsoir à tous. Le séminaire gouvernemental a pris fin hier au CAS de Bellevue. Pendant 2 jours, les membres du gouvernement Yula ont planché sur des questions de développement socio-économique du pays. Dès ce moment-ci, les chefs de département avec leurs attributions pourront faire face aux objectifs prioritaires du pays. La synthèse des travaux avec Adi Kamara. Après 2 jours de travaux et d'échanges d'expériences ici au CAS Bellevue, le gouvernement Mamadi Yula s'est engagé à développer les bons réflexes et les bonnes stratégies en vue de vaincre progressivement toutes les pesanteurs qui sont de nature à gêner l'éclosion d'un cadre propice à la relance des activités économiques et d'une administration moderne et efficace. La récupération des domaines privés de l'État et la libération des domaines publics de l'État également. C'est une des actions phares de notre département. C'est de faire en sorte que le commerce guinéen intègre le cadre régional, sous-régional et mondial. Achever tous les travaux de voirie, notamment sur la route d'Abompa, kilomètre 36. Aussi de la route PK36 jusqu'à Koya. Nous voulons lancer la construction et le bitumage de la route Lola Danani. Qui a trait à la modernisation des instruments de la communication publique, à toutes les capacités qui doivent être offertes pour la couverture du territoire national, pour la radio et la télévision, et puis la prise en compte un peu de tous les projets de développement des médias publics afin qu'ils puissent jouer un rôle important dans la visibilité qui doit être offerte à l'action gouvernementale et également à la communication publique. Au cours de ce séminaire gouvernemental, experts, techniciens des départements ministériels et membres du gouvernement ont discuté aussi des questions relatives à la mobilisation des ressources internes, à la réforme de la gestion des finances publiques et à la mise en place des modes innovants de financement. Nous avons globalement 5 objectifs qui se déclinent entre la mobilisation des recettes publiques, la sécurisation des recettes publiques, la qualification des dépenses publiques éventuellement, l'optimisation de la gestion de la trésorerie et enfin notre contribution aux réformes macroéconomiques et financières qui devraient permettre justement de doter notre pays d'un environnement macroéconomique attrayant. Le premier objectif prioritaire porte sur la création d'un cadre propice à l'investissement dans le secteur. Le deuxième objectif prioritaire porte sur le renforcement du suivi des projets miniers, le renforcement des capacités de l'administration minière pour qu'elle puisse faire face à la demande de facilitation et d'accompagnement des investisseurs. Les résultats de ce séminaire devraient permettre d'asseoir les bases d'une administration respectueuse du nouveau management public. Ce premier séminaire a donc été plus que concluant et donc plus que prometteur. Il a largement répondu à nos attentes et il nous faudra le renouveler à échéance régulière. Nous conviendrons de la périodicité pour tirer le bilan de l'année écoulée et dresser le programme de travail de l'année en cours. Puis en milieu d'année, certainement, pour évaluer à mi-parcours nos performances et lever les handicaps qui peuvent se présenter en cours de route. Bien évidemment, le chef de l'État sera continuellement informé afin qu'il puisse constamment nous indiquer ses hautes orientations et directives. J'en appelle donc à l'engagement de tous et de chacun afin de maintenir cette dynamique de la réforme axée sur les résultats que nous souhaitons impulser au travail gouvernemental. À travers ce séminaire, le gouvernement Mamadi Yula veut construire un État au service exclusif des intérêts de la nation tout en assurant le plein épanouissement des potentialités de chaque citoyen et de toutes les localités du pays.
Voilà, le plan de travail du gouvernement Yula est connu. Voyons un extrait du communiqué final de cette rencontre avec le porte-parole du gouvernement au micro de notre reporter Ousmane Bangora. Les sessions ont couvert les aspects ci-après. Session 1, gouvernance. Session 2, croissance économique. Session 3, infrastructure. Session 4, sociale. Session 5, cadre logique de l'action gouvernementale. Session 6, organisation et fonctionnement du travail gouvernemental. Session 7, exigence de la fonction de ministre. Session 8, synthèse et conclusion générale. La conduite des sessions plénières a été faite sous la présidence du Premier ministre, la modération par les ministres d'État et par le ministre directeur de cabinet à la présidence. L'occasion a été donnée à chaque ministre de présenter une communication sur les objectifs prioritaires et les actions phares de son département. Les différentes interventions ont été suivies d'échanges qui ont permis à M. le Premier ministre de faire des observations et aux autres ministres de faire des commentaires et suggestions. Ces observations et commentaires ont permis au ministre d'apporter des éléments de réponse aux préoccupations exprimées. À l'issue des travaux, M. le Premier ministre a remercié les membres du gouvernement pour la qualité des interventions et la richesse des échanges effectués pendant 2 jours. Il a salué le fait que la case qui a accueilli le gouvernement, hautement symbolique de la culture guinéenne et ouest-africaine en général, a non seulement servi d'arbre à palabres, mais elle a surtout permis de bâtir des liens personnels plus forts entre les ministres et de favoriser ainsi une meilleure cohésion gouvernementale, gage de performances futures. Il a relevé que chaque ministre a pu exposer et donner des éclaircissements sur ces chantiers phares en se fondant sur la vision globale de la nouvelle Guinée moderne, transformée et émergente, définie par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Chaque membre du gouvernement possède ainsi une meilleure compréhension des enjeux et des différents plans d'action ministériels et a pu se rendre compte du caractère interministériel de beaucoup de mesures exposées et qui requièrent donc la mise en place de plateformes adaptées de collaboration commune à tous les niveaux hiérarchiques. Il a indiqué qu'il fera parvenir dans les prochains jours aux différents membres du gouvernement leurs lettres de mission préparées de manière participative afin d'en garantir une bonne appropriation et une bonne exécution. Ces lettres de mission sont déclinées de celles adressées par le président de la République au Premier ministre, chef du gouvernement. Il a également souligné l'impérieuse nécessité de la mise en œuvre diligente des objectifs, sous-objectifs et actions phares contenus dans ces lettres de mission, de manière à permettre au gouvernement d'obtenir des résultats tangibles en fin d'année 2016. À cet effet, il a invité les ministres à faire preuve de leadership et de méthode, de façon à bien gérer l'étape délicate de transformation des idées et intentions formulées dans leur programme de travail annuel en actions visibles et palpables sur le terrain de la réalité pratique. Ceci devra également se faire dans le respect strict des normes et procédures légales et réglementaires, ainsi que des règles éthiques et comportementales qui fondent l'État et l'administration publique et qui ont été largement présentées au cours de ce séminaire. Corrélativement, un dispositif rénové de suivi des performances ministérielles sera mis sur pied au sein de la primature, favorisant une meilleure évaluation des résultats obtenus au niveau ministériel. Tout ceci sera partagé dans les prochaines semaines avec la représentation parlementaire, dans le cadre de la déclaration de politique générale du Premier ministre et, à travers elle, avec les citoyens guinéens qui doivent demeurer à tout instant au cœur du travail gouvernemental. Autre sujet d'actualité, comité de pilotage stratégique du projet d'appui au secteur agricole en Guinée. Objectif, examiner le rapport des activités de 2015 et esquisser les perspectives pour l'année 2016. En outre, ce projet de 16 millions de dollars servira au renforcement des capacités institutionnelles des 4 départements impliqués dans le développement rural en Guinée. Fodé Camara nous signe ce reportage. Pour développer une approche participative de coordination de la sécurité alimentaire en Guinée. Depuis un an, le PASAG, projet d'appui au secteur agricole, financé par la Banque mondiale, soutient la professionnalisation des acteurs du monde rural. Objectif, renforcer les capacités des bureaux de stratégie et de développement, des départements de l'agriculture, pêche, élevage et environnement. La synergie des activités de ces 4 secteurs interconnectés
est susceptible de faciliter la mise en œuvre du plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Le budget de 2015 était de 2 millions de dollars environ. Ce budget a été exécuté à hauteur de 40%. Et en 2016, ce budget va être doublé. Il s'agit de reconduire les activités qui n'ont pas pu être terminées en 2015 et la nouvelle activité qui était inscrite au programme. Mais aujourd'hui, faute de l'expérience de la mise en œuvre de 2015, le projet espère atteindre au minimum un taux de réalisation de 80% en 2016. Ce programme fédérateur développe un paquet global d'activités qui touchent la maîtrise de l'eau dans les périmètres, la lutte contre les effets des changements climatiques, mais aussi l'aménagement des pistes rurales et des espaces pastoraux. Cette année, nous pensons que nous serons en vitesse de croisière avec les principales études qui vont porter sur les schémas d'aménagement, les schémas directeurs d'aménagement agricole, les schémas directeurs des espaces pastoraux. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet structurant et qui touche tous les 4 secteurs du développement rural. Nous avons un schéma directeur qui est enfin prêt et à la suite de cela, nous espérons pouvoir aménager des espaces de manière à mieux sédentariser le cheptel pour éviter la divagation qui souvent provoque des conflits. D'une durée de 4 ans, l'un des principaux défis de ce projet de 16 millions de dollars est l'amélioration du taux de décaissement. Aujourd'hui, le taux d'exécution budgétaire de la phase de démarrage atteint la barre des 40%. Et puis, zoom sur le port artisanal de Kamsar. Une vingtaine de coopératives évoluent dans ce débarcadère qui produit plus de 50 tonnes de poissons par mois, n'empêche les autorités portuaires de faire respecter les mesures adéquates prises par le gouvernement. Reportage grand format avec Alia Kamara et Isidore Nanamon depuis Kamsar. Le port des pêches artisanales de Kamsar, le deuxième plus important du pays en termes de volume, juste après le débarcadère de Boulbinet. Plus de 50 tonnes de poissons par mois sortent des entrailles de la mer. Les produits sont acheminés partout dans le pays à travers les 21 coopératives mises en place ici. Fatou Touré est membre d'une de ces organisations. Pour elle, ce métier est un héritage parental. Je pratique ce métier depuis l'enfance. J'ai trouvé mon père et ma mère dans cette affaire. Nous prenons le poisson au port, on le fume bien et on le vend à Kamsar ou à Conakry. Il n'y a aucune clé de répartition précise des tonnes de poissons prises ici. C'est seulement Kamsar d'abord, puis viennent les autres localités jusqu'en Guinée forestière. Seul hic, le manque de frigo pour assurer une meilleure conservation des produits de pêche. Nous réveillons vraiment les populations. Mais si on avait encore des frigos, ce serait très bien. Ça faciliterait beaucoup de choses et on pourrait bien protéger nos produits. Outre les coopératives, il existe ici une organisation des jeunes pêcheurs. Plus de 6000 personnes vivent directement de ces débarcadères. Le quotidien de ces jeunes est une succession de privations et de sacrifices pour faire vivre leur famille et ravitailler les différents marchés. Beaucoup de pêcheurs passent la nuit en pleine mer. Certains font jusqu'à 10 jours avant de revenir. D'autres n'y passent que la journée. On est unis ici et on veille sur les pratiques qui sont interdites. Au nombre des mesures prises par le gouvernement, l'interdiction des monofilaments, une disposition annoncée aux pêcheurs, mais dont l'application jouit d'une certaine flexibilité de la part des autorités portuaires. Nous avons pris des dispositions contre l'insalubrité, contre ceux dont le gouvernement vient d'interdire les monofilaments, qui sont là en train de détruire nos eaux et nos poissons. Mais on ne peut pas l'interdire maintenant totalement parce qu'il y a d'aucuns qui n'ont que l'engin là seulement. Ils n'ont pas d'autres engins à utiliser. Donc,
Pour mettre fin à ça, il faut aller petit à petit. Le débarcadère de Kamsar est un centre de transit par excellence. Plus de 7 nationalités différentes se côtoient ici. La gestion des produits est assurée par une dizaine de sociétés de pêche. Toujours dans l'actualité de chez nous, des acteurs de la société civile, de la classe politique et de l'administration autour du concept de mode populaire d'action politique, la problématique des manifestations et des violences en Guinée. Cette causerie première du genre consiste en fait de trouver des solutions. La démarche est initiée par la Convention des acteurs non étatiques de Guinée et African Crisis. Yaya Silla. C'est une rencontre des acteurs de la société civile guinéenne, de la classe politique, de l'administration et des forces de défense et de sécurité autour de la question des manifestations politiques. Il s'agit de réfléchir ensemble sur comment résoudre la question des libertés de manifester sans violence. La particularité entre la Guinée, les manifestations en Guinée et dans les autres pays, d'une manière générale, c'est que globalement, c'est le nombre de manifestants qu'on compte, le lieu de manifestation qu'on indique, mais pas le nombre de morts et de blessés d'un côté ou de l'autre, ou d'un côté comme de l'autre. Et puisque la manifestation prend cette définition spéciale et distinguée en ce qui nous concerne, la société civile ne peut pas attendre le jour de la manifestation ou le lendemain de la manifestation pour poser ce problème. Nous avons, nous, société civile, pour attribution et pour mission et même pour vocation, de discuter au moment où la discussion est possible. Après le tour de table, tous les acteurs sociopolitiques et administratifs se sont accordés sur la nécessité de l'éducation civique et morale de la population, ainsi que la poursuite de la réforme des forces de défense et de sécurité. Nous, les politiques, nous avons un devoir d'éducation civique de nos militants, leur faire comprendre que nous sommes des adversaires politiques, mais nous ne sommes pas des ennemis, et que nous sommes tous Guinéens. Voici une notion qui doit être absolument enseignée et comprise. Les problèmes qui nous assaillent, que ce soit des problèmes de développement, de gouvernance économique, de gouvernance juridique, etc., politique, je pense que ce sont ce type de forats qui sont nécessaires. Les participants à ce forum vont se retrouver dans 2 semaines sur d'autres thèmes. Ils ont tout de même vivement interpellé la société civile afin qu'elle joue pleinement son rôle d'interface en vue de résoudre les problèmes politiques. C'est parti pour le processus de réflexion sur la mise en place d'une politique nationale de protection sociale. L'idée est d'aboutir à la rédaction d'un document. Ce socle de protection sociale prendra en compte, entre autres, l'accès aux services sociaux de base pour tous et en particulier la prise en charge des personnes pauvres et vulnérables. La question fait actuellement l'objet d'un conclave à Conakry. Mamadi Gassama nous fait le point. Doter la Guinée d'un document de politique nationale de protection sociale, telle est l'une des préoccupations des autorités du pays. Depuis 2 ans, les acteurs impliqués dans l'élaboration du futur document sont à pied d'œuvre pour sa finalisation. Nous voulons avoir un document qui tient compte de toutes les préoccupations et un document qui va traiter de toutes les questions. Et pour cela, ceux qui sont censés d'élaborer ces documents doivent avoir un niveau très supérieur, un niveau de responsabilité, un niveau de formation qui doit leur permettre facilement de nous doter d'un document très fiable, très appréciable et qui va nous faciliter l'exercice de nos fonctions en matière de protection sociale sur le terrain. Pour la conception de ces documents nationaux de protection inclusive, l'expertise des consultants internationaux est mise à contribution. Il prendra en compte toutes les préoccupations des couches sociales du pays. Les appuis principaux du BIT, c'est tout d'abord dans le domaine de l'expertise et du conseil dans les domaines où le BIT est actif, c'est-à-dire en matière d'emploi décent, en matière de protection sociale, en matière de dialogue social, en matière d'application de normes internationales du travail. La politique de protection sociale est une question nationale. Sa mise en œuvre doit être soutenue par une maîtrise des concepts, outils et théories, par les acteurs nationaux eux-mêmes
afin de construire des systèmes inclusifs de protection sociale efficacement orientés vers les populations. Les travaux devraient prendre fin au mois de juin prochain. La Guinée aura alors sa toute première politique nationale de protection sociale. Signature de la convention de partenariat entre le patronat de Guinée et 4 centrales syndicales. Il s'agit de la mise en place d'une plateforme de dialogue entre employeurs et employés en vue d'éviter des grèves intempestives. Ce programme va contribuer à renforcer le climat des affaires dans le pays. Tcherno Younoussaba, reportage. Programme de dynamisation du climat des affaires en Guinée. Le patronat de Guinée, PAG, signe une convention de partenariat avec 4 centrales syndicales. La plateforme vise à garantir un dialogue public-privé. Ceci en vue d'atténuer les litiges entre employeurs et employés, histoire d'encourager les investissements dans notre pays. Depuis un bon moment, il existait un vide juridique entre employeurs et employés. À partir de cette signature de convention de partenariat, ce vide est comblé. Les troubles dans une entreprise, c'est pas une très bonne chose. L'entreprise ne peut pas évoluer. Et si l'entreprise n'évolue pas, le travailleur ne peut pas avoir son travail. Donc, exercer sa force de travail. Donc, nous voilà cette harmonie-là entre les travailleurs et les employeurs. C'est pourquoi nous allons nous faire asseoir, nous faire assister à tous les niveaux où ce patronat se retrouve. Et partout où nous sommes, nous appelons le PAC à être à côté de nous pour la défense de nos intérêts. Pour le président du patronat, le processus est en droite ligne avec les recommandations du Bureau international du travail, BIT. Le patronat a besoin aujourd'hui de la consolidation de ces entreprises et pour cela, le syndicat a besoin de nous accompagner dans les discussions pour éviter les grèves intempestives dans le milieu du travail, mais aussi l'environnement économique doit être assaini dans un cadre de concertation où il y a de l'espace pour tout le monde pour travailler. Cette autre signature est celle d'une convention de partenariat entre le patronat de Guinée et la Confédération des groupements des petites et moyennes entreprises. Le partenariat est destiné à gérer les activités et défendre les intérêts communs des membres de ces structures. Dans l'actualité internationale, un avion de la Bruxelles Airlines a décollé ce dimanche à destination de Faro, de l'aéroport international de Bruxelles, pour le premier vol depuis les attentats du 22 mars. Le décollage de l'appareil a été salué par les applaudissements d'une 50aine d'employés de l'aéroport et de la compagnie aérienne qui, juste auparavant, avaient observé une minute de silence. Et puis 150 sportifs de haut niveau, dont des footballeurs de Premier League, se sont fait prescrire des produits interdits améliorant les performances par un médecin britannique. L'hebdomadaire britannique, à l'origine de la révélation de plusieurs affaires de dopage touchant l'athlétisme au cours de l'année écoulée, affirme que Marc Bonnard, médecin âgé de 38 ans installé à Londres, fait l'objet de soupçons depuis 2 ans. Sport pour finir cette édition, à la grande affiche de la 5e journée du championnat national de Ligue 1, le Oroya Athletic Club a battu ce soir à l'AS Kaloum, un derby qui s'est soldé par le score de 2-0 ce dimanche au stade du 28 septembre. Une prouesse de Ibrahima Sori 5 ans. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe pour d'autres pages d'information. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.